Nous allons étudier un exemple de remise en cause de l'Ancien Régime à travers la révolte des bonnets rouges et celle du papier timbré en 1675. Nous dresserons d'abord un tableau rapide de l'image royale, puis nous traiterons ces révoltes bretonnes, la répression royale, et nous achèverons notre étude sur la mémoire d'un événement historique parvenu jusqu'à nos jours alors qu'il aurait pu être oublié. La dynastie des Capétiens, à laquelle appartient Louis XIV, se perpétue depuis 987 dans la même lignée. Depuis l'élection de Hugues Capet au trône royal par les grands seigneurs et les évêques, les rois de France ont travaillé sans relâche à renforcer leur autorité et l'unité du royaume. Par exemple, François Ier a décidé, en prenant l'édit de Villers-Cotterêts, d'imposer le français en tant que langue administrative afin que tous ses sujets soient à égalité. La langue de l'administration, de la justice et de l'état civil renforce son autorité. Les rois de France revendiquent aussi un lien avec les dynasties des Mérovingiens et des Carolingiens. Les deux prénoms royaux par excellence sont Louis et Charles, Clovis pour les Mérovingiens et Carolus pour les Carolingiens. Clovis, Clodovicus, Ludovicus, Louis, est le premier roi franc qui s'est converti au catholicisme. Il aurait été baptisé vers 496 par l'évêque de Reims, Rémy. Carolus Magnus, Charlemagne, Charles le Grand, est le premier roi franc à être devenu empereur en 800. Quel prestige de porter de tels prénoms! Ce tableau réalisé par Hyacinthe Rigaud, en 1701, présente Louis XIV en majesté avec tous les attributs de son pouvoir. La couronne fermée, posée négligemment sur un coussin, symbolise sa souveraineté. Il est empereur en son royaume et ses sujets lui doivent tous obéissance. Il a le pouvoir exécutif. La main de justice signifie que le pouvoir judiciaire émane de lui et qu'il est le justicier suprême du royaume. Le sceptre, tenu avec nonchalance par le roi, signifie qu'il commande et fait les lois. L'épée joyeuse, à ses côtés, est l'attribut du roi guerrier, protecteur de l'Église et de ses sujets. Louis XIV concentre entre ses mains tous les pouvoirs, exécutifs, législatifs et judiciaires. Il s'agit donc d'une monarchie absolue. Le roi prétend tenir son pouvoir de Dieu et n'avoir de compte à rendre qu'à lui. Cette conception est renforcée par la tradition et l'Église. Le roi et l'Église catholique se soutiennent mutuellement. Le rituel du sacre à Reims, reprise du baptême de Clovis, en témoigne. L'évêque oint d'une huile sacrée, envoyée par Dieu, le roi. Il devient ainsi le lieutenant de Dieu sur terre. L'Église prétend que le jour du sacre, le roi devient thaumaturge, que par la grâce de Dieu, il peut guérir. Le roi te touche, Dieu te guérit. Louis IX a été canonisé en 1297 par le pape Boniface VIII. Les Capétiens sont donc auréolés du prestige de Saint Louis. Leur dynastie devient donc un peu plus sacrée aux yeux du peuple. Les dépouilles des rois de France reposent dans la nécropole royale de Saint-Denis, sous la protection de Dieu. Il existe quelques limites au pouvoir royal. Le trône repose sur 4 piliers. Le roi doit garantir la justice. Il doit aussi assurer la sécurité du royaume et sa prospérité. Le roi doit protéger l'Église catholique et assurer le respect de la foi. Henri III et Henri IV ont été victimes de régicides car leur politique heurtait les catholiques les plus zélés. Il semble bien que ce soit Henri IV qui est représenté à Saint-Égonnec, dans le Finistère, giflant le Christ. Cette sculpture du XVIIe siècle serait donc une condamnation de sa politique et une légitimation de son régicide. Le règne de Louis XIV est considéré comme l'apogée de la monarchie absolue de droit divin. Pourtant, le pouvoir royal va être contesté de façon inattendue en Bretagne en 1675. De la révolte du papier timbré dans les villes et de celle des bonnets rouges dans les campagnes, nous en avons aujourd'hui la présence mémorielle à travers la bière des bonnets rouges produite par la brasserie Lancelot au Roc Saint-André dans le Morbihan. Cette bière met en scène les 2 langues parlées en Bretagne, le français et le breton. Le brasseur résume en quelques mots cet épisode historique. En 1675, les Bretons se révoltèrent contre le pouvoir royal qui imposait de nouvelles taxes sans l'accord du Parlement de Bretagne. Les révoltés choisirent comme signe de ralliement
le célèbre bonnet rouge, symbole de la liberté. Article 1er du Code paysan. 14 paroisses unies ensemble pour la liberté de la province députeront 6 des plus nobles de leur paroisse aux États prochains pour y déduire, expliquer, les raisons de leur soulèvement. La Bretagne sombre dans une crise économique très dure sous le règne personnel de Louis XIV. Les guerres incessantes menées par le roi contre les Espagnols, les Anglais et les Hollandais privent la province de ses débouchés. Le travail manque, les taxes augmentent et les prélèvements des seigneurs sur les paysans sont de plus en plus lourds. Des émeutes éclatent à Rennes, à Nantes et dans beaucoup de villes contre les taxes sur le tabac, le papier timbré et l'étain. Il s'agit d'émeutes antifiscales. L'exemple des émeutes urbaines contamine les campagnes, mais là il s'agit d'un mouvement antiseigneurial et qui n'est pas tourné contre l'autorité royale. Les bonnets rouges se donnent des chefs, dont le plus célèbre est Sébastien le Balpe. Les émeutes urbaines donnent lieu à quelques pillages et à des manifestations bruyantes de colère où le gouverneur du roi est insulté de « gros cochon, gros gueux ». Les milices bourgeoises et le Parlement refusent d'intervenir. Le représentant du roi n'est plus obéi. Dans les campagnes, la situation est plus explosive, avec des rassemblements armés, quelques châteaux attaqués, des agents seigneuriaux molestés et des morts. Des codes paysans, ancêtres des cahiers de doléances, sont rédigés. Ils veulent la suppression des droits seigneuriaux et l'effacement de la noblesse. C'est une remise en cause de la société d'Ancien Régime. Le roi envoie des milliers de soldats pour réprimer ces révoltes. Les amendes, les bannissements, les condamnations aux galères et à mort pleuvent sur la Bretagne. Alain Moigne, l'un des participants à l'attaque du château de la Bouexière en Briec, est condamné à mort. La corde au cou, tête et pieds nus, il doit demander pardon à Dieu, au roi et à la justice. Il doit être roué vif à coups de barre de fer. Le juge, dans sa clémence, ordonne qu'il sera d'abord étranglé afin de lui éviter de trop grandes souffrances. Le roi ordonne que les clochers des églises qui ont sonné le tocsin de la révolte soient arasés. Aujourd'hui encore, celle de Lambourg en Pont-l'Abbé porte l'empreinte de la répression. Cette allégorie de la répression de la révolte du papier timbré, peinte par Chalette, pour Jean de la Monneraye, archidiacre de Rennes, rend bien compte de l'impopularité des mesures royales auprès d'une partie des élites rennaises. Le char du papier timbré, dont deux liasses apparaissent au-dessus de la roue, écrase les riches, les guerriers en armure, et les pauvres, les uns étant condamnés à l'amende et les autres au bannissement. On a chassé et banni toute une grande rue, et défendu de les recueillir sous peine de la vie, de sorte qu'on voit tous ces misérables, femmes accouchées, vieillards, enfants, errer en pleurs au sortir de cette ville, sans savoir où aller, selon la marquise de Sévigné. La justice et la paix sont exilées, tout comme le Parlement contraint par le roi de s'établir à Vannes. L'injustice semble régner partout, et d'ailleurs elle détourne le regard de la scène. Trônant sur des sacs d'argent, un tyran, qui pourrait être le roi en personne, ou alors Colbert, alors que ce serait le duc de Chaulnes, diabolisé, qui mène le char de la répression. Nous sommes très loin avec le tableau de Chalette de celui de Lebrun, qui dresse un portrait flatteur d'un Louis XIV accompagné par la gloire, la prospérité et la renommée. Cette commande de Jean de la Monneraye recèle donc une puissance critique extraordinaire qui ne pouvait la cantonner à l'époque qu'à un cercle privé et restreint. Sa divulgation au public ou aux autorités aurait valu à son auteur et à son commanditaire les foudres du roi ou de son représentant. Depuis le début du XXe siècle, la révolte des bonnets rouges est devenue un thème cher aux autonomistes, régionalistes et indépendantistes bretons. La Guerse Arbalp date de 1936. C'est avec beaucoup d'humour que Nono a réalisé cette petite BD sur la révolte des bonnets rouges et sa répression en 1976. Les autonomistes bretons aiment afficher leurs objectifs politiques à travers des billets réalisés pour leur rencontre annuelle. Battre monnaie est un pouvoir régalien, battre monnaie, c'est être un État. Cette sculpture, datant de 1999, trône à Spézet, l'un des hauts lieux de la révolte des bonnets rouges. Produit mémoriel et identitaire, la bière des bonnets rouges est une réussite. Sur le plan historique, sa légende comporte néanmoins une erreur. Le bonnet rouge n'est pas celui de la liberté, le bonnet phrygien. À l'époque, les paysans portaient aussi bien un bonnet rouge qu'un bonnet bleu.
dernier avatar mémoriel, le mouvement des bonnets rouges de 2013-2014 qui s'était opposé à l'écotaxe à travers des manifestations parfois violentes. Mettre son bonnet rouge était un signe de ralliement et de colère bien identifiable, mais sans rapport avec la réalité historique de 1675. Maintien de l'ordre et répression ne débouchèrent pas sur des condamnations aux galères ou à mort, ni sur des bannissements, mais sur des amendes. 6 bonnets rouges du pays de Dinan ont été condamnés solidairement à une amende de 200 000 euros pour destruction de portiques écotaxes. Émeutes et révoltes d'hier et d'aujourd'hui ont souvent pour point commun des difficultés économiques et un sentiment d'injustice.